Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'année 69-70, 69, année érotique. Cette année 69 se partage entre amour, peace, hippie, mais pour nos X-Men, ce n'est pas une année peace and love, et elle commence tambour battant après le combat contre Magneto. C'est Project X, saison 1, épisode 6. Donc vous l'aurez compris, intégrale 69-70, 2 années en 1, ça fait pas mal de numéros à décortiquer, 15 en l'occurrence, et le premier numéro revient sur le combat contre Magneto, et toujours écrit par Arnold Drake, mais qui laissera sa place très vite à Roy Thomas pour la suite du scénario. Au dessin, on retrouve Werner Roth, Don Heck, et surtout l'arrivée du tout jeune, mais qui deviendra très grand, Neal Adams, à partir du numéro 56. Et on retrouvera par-ci par-là aussi d'autres scénaristes comme Chris Claremont ou Dennis O'Neil, et un peu de Winsor Smith et un peu de Sal Buscema. Donc c'est une année très chargée qui comprend les numéros 52 à 66. Et on va commencer tout de suite par la fin du combat entre Polaris, Magneto et les X-Men. Si vous vous rappelez bien, nous avions laissé les X-Men après la défaite du duo père-fille Magneto-Polaris, aidé du méchant Mesmero. Mais Cyclope a un plan, et dans la cité mutante, Eric le Rouge, un nouveau mutant arrive. Ce mutant est mal vu par Mesmero, mais Polaris l'accepte comme un frère mutant. En parallèle, nos X-Men arrivent dans Cité Mutante, sans Iceberg et Cyclope. Ils croisent alors Eric le Rouge, qui n'est autre que Cyclope. Il a réussi à infiltrer le repère, mais se fait griller par Mesmero. S'ensuit donc un combat avec les X-Men. Mal embarqués, les X-Men voient le retour de Bobby, qui a appris la réelle histoire familiale de Polaris. Lorna n'est donc pas la fille de Magneto. Le poteau rose est découvert, et Polaris arrive à piéger son père et à sauver les X-Men. Lorna rentre avec les X-Men et prend soin de Bobby, blessé au combat. Finalement, on n'en parle pas assez, mais Bobby est un vrai tombeur. L'année 69 prend tout son sens. Exit le numéro 53, on va directement au numéro 54, où Cyclope est accusé de meurtre. Quoi ? Cyclope, un meurtrier ? Non mais, attends, on va voir ça, c'est pas ce que tu crois. Ce numéro s'ouvre donc sur un Cyclope poursuivi par la police. Peu de temps avant, les mutants avec leur identité publique se retrouvent à la cérémonie de diplôme de Alex Summer, frère de Scott. C'est sa première apparition. Mais une fois dans sa chambre, Alex est kidnappé par des sbires tout droit venus d'Égypte pour leur chef, le pharaon, qui veut Alex Summer comme un descendant. Les X-Men partent à sa recherche et se retrouvent nez à nez avec le pharaon, que Cyclope affronte pour sauver son frère. Au passage, Scott arrive à griller son identité masquée auprès de son frère. Le mec est vachement doué. Bref, on arrive à la fin où Cyclope se réveille avec le corps du pharaon à côté de lui et la police à sa poursuite. Dans sa poursuite, le numéro 55 s'ouvre sur Cyclope qui retrouve le pharaon bien vivant. Quelle est cette diablerie ? Le pharaon s'est joué de lui. Le combat se lance face au surnombre. Cyclope est inconscient et capturé. Dans le même temps, les X-Men partent à la recherche de Scott. Quand ils se rendent à l'évidence que Cyclope est capturé par le pharaon et qu'il l'emmène en Égypte, ils décident de partir pour le pays des pyramides. Arrivé en Égypte, Cyclope se dégage de ses chaînes et, à sa surprise, son frère est à côté de lui. Les X-Men arrivent pour se battre, le moment choisi pour Alex Summer de libérer pour la première fois ses pouvoirs. Le frère de Scott est lui aussi un mutant. On aurait pu s'en douter. Si Scott est un mutant, alors selon ce que nous décrivait Stan Lee dans les premiers épisodes, les parents qui ont été souvent exposés aux radiations ont souvent engendré des mutants, donc il est logique que Alex soit aussi un mutant. Mais continuons notre voyage avec un nouveau guide en la personne de Neal Adams au dessin. Choc au dessin. Neal Adams vient éclabousser de son art une histoire bien partie. Les combats s'enchaînent et le pharaon est très fort. Il se distingue même pour lui comme un mutant. Et il insiste avec Alex, car il désigne un lien spécial entre lui, le pouvoir cosmique, et Alex. Il l'enferme dans un sarcophage pour les lier et prendre son pouvoir. Dans cette étape, le pharaon se transforme en monolithe vivant, une espèce de statue géante qui est surpuissante et dépasse de très loin nos X-Men. Proche de gagner, le monolithe s'effondre pourtant sur la pyramide où Alex se trouve. En effet, Alex a réussi à sortir du sarcophage. Cyclope s'écrie, mais Alex s'en sort indemne grâce à ses pouvoirs. Ce sont donc les premiers pas de Neal Adams, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça amène un vent de fraîcheur dans le dessin, et ça profite également au scénario de Roy Thomas. Mais on va continuer tout de suite avec la suite de Alex, qui fait encore parler de lui,
mais aussi avec le retour de nos fameuses sentinelles. Retour des sentinelles qui viennent cueillir nos nouveaux amis, Polaris et Alex Summers. Le fils de Bolivar Trask, Larry Trask, persuadé que X-Men ont tué son père et dans un contexte propice où la population haït de plus en plus les mutants, lance ses sentinelles à la poursuite de tous les mutants existants. De toutes nouvelles sentinelles qui s'adaptent au pouvoir des mutants. Un combat presque perdu d'avance. Un à un, les mutants sont capturés, dont le Hurleur, Unus, Vif-Argent ou encore Iceberg. Parmi eux, Alex Summers reçoit un soin particulier de Larry où il exploite son pouvoir d'absorber le pouvoir cosmique. Ainsi est né Havok. Les X-Men qui restent libres se lancent à la poursuite de Larry pour sauver tout le monde. Mais Hank, Jean et Scott arrivent à leurrer les sentinelles en se déguisant en crapaud, sorcière rouge et vif-argent. Au même moment, Larry perd le contrôle des sentinelles et il apprend qu'il est un mutant. Plus aucune personne ne contrôle les sentinelles, il faut donc les arrêter au plus vite. Par l'énergie de Alex et par les paroles de Scott, les frères Summers sauvent tout ce petit monde. Alex termine ce combat au bord de la mort, ne contrôlant pas son énergie. Un récit haletant. Polaris et Havok vont intégrer les X-Men et rejoindre progressivement notre bande de 5 joyeux mutants. Sautons dès à présent à la fin de notre intégrale. Nous n'évoquerons pas Sauron, non, pas le seigneur noir du Seigneur des Anneaux, mais un méchant, énième méchant qui vont affronter nos mutants lors de 2 épisodes, et nous n'évoquerons pas non plus le retour de Magneto. Mais passons donc directement à la fin, où je vous propose quelques brèves pour vous présenter la fin de l'intégrale. La première apparition de Firestar, un mutant japonais utilisant les pouvoirs solaires qui a obtenu ses pouvoirs à la suite du drame d'Hiroshima où il perd sa mère, arrive aux États-Unis. On comprend aisément sa haine envers les Américains, attisée par son oncle et la défaite en 1945. Son but, rendre l'appareil aux États-Unis, mais rien ne va se passer comme prévu à Washington, puisqu'un drame va se jouer quand le père du fameux héros japonais va mourir par son oncle. Le retour du Profix. Dans le numéro 65, l'équipe des X-Men A7 avec Polaris et Havok se regroupe au Thomas Noir où le professeur X fait son retour sous les traits au dessin de Neal Adams. Mimeto, un mutant, a pris sa place dans le combat contre Grotesque, pendant que lui se préparait pour sauver l'univers de Xenox, un alien de la galaxie Andromède. Rien que ça. Une histoire tirée par les cheveux digne du Profix qui va finir une fois encore le combat dans le coma. Dans notre journal du Love, en cette année 69, alors que Jean et Cyclope sont officiellement en couple depuis le numéro 60, Bobby et Alex se battent pour la très belle Polaris. Quel beau mutant choisira Lorna? Hulk fait son apparition. Pour sortir le Profix du coma, les X-Men ont besoin de Hulk, ou plutôt Bruce Banner, pour terminer la machine capable de sauver leur mentor. Bon. Bien évidemment, quand on est les héros les plus haïs et qu'on rencontre le mal-aimé des Avengers, le combat ne se passe pas comme prévu et l'armée s'en mêle souvent. Au final, les X-Men arrivent à leur fin pour réanimer le Professeur X, un numéro signé Sal Buscema au dessin. Ainsi, sur cette intégrale, Roy Thomas arrive au meilleur de sa forme sur l'exercice mutant. Il arrive très bien à amener la haine des mutants et à en faire quelque chose de vraiment prédominant dans cette intégrale, que ça soit dans l'histoire du Pharaon ou après avec les Sentinelles. On sent que Roy Thomas a pris toute la dimension de la haine des mutants et de ce qu'il veut amener socialement sur l'impact des mutants dans la société. En plus, il arrive très bien à gérer les interactions entre les X-Men, entre les mutants, et donc au sein de l'équipe, et je trouve que c'est réalisé avec brio, même mieux que ce qu'il pouvait faire avant. Et ceci n'est peut-être pas un hasard, et peut-être dû au fait que Neal Adams arrive sur l'intégrale, donc comme je vous l'ai dit, à partir du numéro 56, et à partir du numéro 56, on sent le dessin beaucoup plus soigné et des détails beaucoup plus forts, notamment dans la transmission des émotions, et ceci renforce donc ce que veut amener Roy Thomas. Ainsi, le duo Thomas-Adams est vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu voir, et ce ne sont pas les tristes passages de Don Heck ou de Werner Roth qui vont, amoindrir la force de cette intégrale. Donc pour moi, ça reste l'intégrale majeure à lire, et rien que pour le nouveau dynamisme de Neal Adams et la certaine émulation entre les deux, je trouve que cette intégrale est peut-être la meilleure que je vous ai présentée actuellement. Et voilà, c'est fini pour l'année 69 et 70, et donc la semaine prochaine, on se retrouve pour l'année... Eh ben non, 72, pas 71. Donc on se retrouvera avec l'intégrale 72-75 pour l'épisode 7. Et toujours, si vous avez liké, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la.
Abonnez-vous aussi à ma page Instagram parce que je fais pas que du X-Men, donc Kryptonite Comics. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!